Bien, bonjour, nous nous retrouvons en direct de l'atelier, la salle à Villefranche où se déroule actuellement le salon BD en Beaujolais, qui durera donc tout le week-end, ce samedi et ce dimanche. Et nous avons à notre micro, sur notre plateau, Didier Convat, l'auteur du Triangle secret. Bonjour. Didier. Le Triangle secret, c'est plusieurs millions d'albums vendus. Oui, c'est un véritable succès d'édition. À la surprise générale, je dirais, parce que on se doutait que ça a remué un petit peu l'édition quand on l'a sorti il y a maintenant 17 ans. Mais à ce point-là, non. On s'est rendu compte que ça a été vraiment un succès très rapide, puisqu'on a vendu très très rapidement ce premier million d'exemplaires. Alors, on peut l'analyser de différentes façons. Peut-être parce qu'on était en l'an 2000 et que je voulais faire un bilan sur 2000 ans d'histoire judéo-chrétienne. Peut-être parce qu'on changeait de millénaire aussi et que l'histoire se prêtait à la réflexion sur ces 2000 ans d'histoire. Et puis peut-être aussi parce que le scénario, l'histoire elle-même était un petit peu différente. Je voulais faire quelque chose de tout à fait différent, qui se rapproche plutôt de la littérature, qui n'est pas une histoire de bande dessinée traditionnelle avec des héros tels qu'on les imagine, puisque là, il n'y a pas forcément de bons, pas forcément de méchants, les gens sont une psychologie un petit peu inhabituelle, et avec surtout un thème qui n'avait jamais été exploré en bande dessinée. Oui, tout à fait. On peut peut-être un petit peu en parler. Il y a un premier cycle de 7 albums qui raconte l'histoire d'un franc-maçon qui est entraîné dans une machination un peu terrible, qui le dépasse finalement. Oui, c'est une quête, c'est l'histoire de deux... Un des premiers héros de la bande dessinée est mort avant que l'histoire commence, puisque c'est un des personnages, le Didier Moselle, le personnage principal, enquête sur le décès la disparition de son ami et frère, puisqu'ils sont tous les deux dans une loge. Ce sont des chercheurs, des historiens, qui travaillent sur un passage des manuscrits de la Mer Morte qui les étonne, car ce passage ressemble de très très près à quelques préceptes maçonniques. Et met en cause d'ailleurs à la limite une croyance importante, puisqu'elle date depuis 2000 ans, qui concerne la mort du Christ. Cette histoire, c'est une enquête sur le fait que le Christ ne serait pas mort sur la croix. Et forcément, ça gêne certaines personnes. Oui. Bien sûr, on s'imagine lesquels. Et ça va même plus loin que ça. Ça nous explique que peut-être il y a une mystification finalement sur cette histoire chrétienne. Oui, l'histoire, en fait, c'est qu'est-ce qui dépasse la légende? Qu'est-ce qui fait que l'on va avoir la foi, que l'on va croire? Est-ce qu'on a besoin de mythes fondateurs pour vivre une foi? Est-ce qu'il est important de savoir que le Christ est mort sur la croix, qu'il a ressuscité au bout de 3 jours? Est-ce qu'on aura la même foi si on apprend que c'est faux, si ça a été écrit par les pères de l'Église plus tard, pour cacher d'ailleurs une vérité invraisemblable, une vérité de quasiment une trahison? N'est pas traître forcément Judas, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est une réflexion à ce sujet-là. C'est aussi pour ça que je crois que l'histoire a eu un certain succès, parce que c'est inhabituel de se poser ce genre de questions, en bande dessinée en tout cas. Donc à la fois ça pose un problème à l'Église en tant qu'institution, parce que ça remet en cause un dogme. Et on sait que d'ailleurs plus nous avançons dans ce millénaire, plus nous rendons compte que nous sommes prisonniers des dogmes. On a l'impression que l'homme n'est pas suffisamment intelligent pour vivre librement et avoir la foi ou de l'humanisme, être généreux, tolérant, sans dogme pour autant. Et ça gêne aussi une partie des francs-maçons, puisque les personnages sont maçonniques, parce qu'ils détiennent une partie du secret. Donc c'est un secret brisé en deux. Et comme d'ailleurs tout ce qui s'appelle un symbole, c'est un symbole, puisqu'un symbole c'est un objet brisé en deux. On doit réunir les deux objets pour arriver à faire... Donc mon histoire est construite comme un symbole. L'Église connaît une partie du secret, les francs-maçons connaissent une partie du secret. Si ces braves gens s'unissaient, on aurait vraiment quelque chose de très très beau. Le problème, c'est que les hommes ont tendance à ne jamais s'unir. Et donc ça, c'est un peu l'histoire du Triangle secret, les 7 premiers albums. Puis ensuite, vous avez décliné en racontant une histoire qui se passe pas mal de temps avant. Et puis vous déclinez depuis quelque temps ce qui se passe après cette histoire de Didier Moselle. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu quelques éclairages sur Inri, qui est donc le cycle qui nous raconte une histoire qui se passe nettement avant le Triangle secret?
Il faut dire que le Triangle secret, les 7 tomes de Triangle secret sont conçus autour de flashbacks. Chaque tome a un flashback qui d'ailleurs nous éclaire sur le fameux secret. On a un flashback sur les Templiers, on a un flashback sur la prise de Saint-Jean d'Acre, on a un flashback sur Napoléon III, où à chaque fois le secret est un petit peu réveillé. Inri faisait partie, dans mon premier jet d'écriture, d'un flashback. C'était un flashback. Le seul problème, c'est que c'est un flashback qui est très long et je ne pouvais pas le mettre dans l'histoire. Donc mon éditeur m'a dit gardons-le en réserve et nous en ferons carrément une série, la série autour de ce flashback. Alors c'est l'histoire des 5 Templiers, qui est une histoire qui est basée, comme toujours mes histoires, sur une partie authentique. C'est qu'effectivement 5 chevaliers de l'ordre du Temple qui sont partis à Jérusalem bien avant que toute la masse parte pour essayer de trouver le tombeau du Christ. Ils auraient été instruits à savoir où il se trouvait. Et ces 5 chevaliers ont préparé les croisades, ce que nous connaissons après. C'est assez mystérieux, d'ailleurs on n'a pas beaucoup d'écrits à ce propos, c'est assez intéressant. Donc c'est l'histoire de ces 5 chevaliers qui vont découvrir le tombeau du Christ. En l'occurrence, c'est le tombeau de son frère, puisque le Christ n'a pas été enterré dans ce tombeau. Comme chacun sait, il n'a jamais été enterré. Oui, bien sûr. Et deuxième chose, après vous avez décidé de raconter un peu des histoires qui concernent des personnages du Triangle secret. Oui. Avec 2 parallèles, les Gardiens du Sang et Hertz. On peut avoir aussi un éclairage sur ces deux séries parallèles. Le personnage de Hertz qui a beaucoup plu à ces 2 millions de lecteurs, j'ai été très content parce que c'est un personnage qui est un manipulateur. On ne sait pas s'il est du côté du bon côté ou du mauvais côté, si tant est qu'il y a un mauvais côté ou un bon côté. C'est un personnage qui instruit le héros et qui lui permet de poursuivre sa quête. Mais ce personnage est toujours un petit peu dans l'ombre et c'est effectivement un manipulateur. Et c'est un personnage qui a énormément intéressé les lecteurs et qui m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de personnage un petit peu complexe. Sans lui, il n'y aurait pas eu l'histoire. C'est-à-dire que c'est la base même de l'histoire du Triangle secret. Et c'est encore une fois l'éditeur qui, quand je lui racontais les histoires de Martin Hertz, je lui disais beaucoup de choses qui n'apparaissaient pas dans l'histoire. Je lui disais, mais c'est pas possible. Alors, il a fait la guerre. Je dis oui, enfin, il était très jeune pendant la guerre, mais je dis, il a participé à un réseau de résistance parce que ah bon, mais ça tu le raconteras pas. Je dis non, c'est dans mon, c'est moi, j'ai pondu le personnage comme ça, donc je connais son passé. Même si c'est dommage que le lecteur ne le connaisse pas. Et ce qui m'a donné l'idée de faire des one-shots à côté de la série Le Triangle secret pour faire des petits focus, écrire des petits focus sur l'histoire de Martin Hertz dans son enfance, l'histoire de Martin Hertz plus tard, etc. Ouais. Tout à fait. Et je voudrais aussi aborder la partie dessin. Vous travaillez essentiellement avec Donny Falk, qui est un petit peu qui fait le squelette de toute la bande dessinée. C'est sur lui que repose la plus grande partie de la partie dessinée. Mais vous avez aussi travaillé avec d'autres dessinateurs justement pour ces flashbacks, pour les couvertures aussi. Vous avez, et cette idée de travailler de concert avec pas mal de dessinateurs, c'est dû à quoi? C'était une volonté éditoriale, l'idée d'expliquer mieux les choses quand on est dans un flashback? Oui, alors tout au début, quand j'ai écrit l'histoire et quand j'ai présenté à Jacques Glénat, mon éditeur, il s'est dit, et on a vu qu'il y avait chaque épisode, il y avait un flashback. Et je disais, mais ça fait c'est compliqué. J'ai dit, comment le lecteur va se rendre compte que c'est un flashback? Alors, est-ce que le dessinateur va changer de couleur? Est-ce qu'il va changer de style? On ne savait pas trop comment faire. Et puis c'est Jacques Glénat qui a eu l'idée, qui a dit, c'était une idée d'ailleurs extrêmement originale et tout à fait nouvelle. Il dit, on va changer de dessinateur. J'ai dit oui, c'est très drôle parce que c'est comme si on faisait un film et si on raconte une histoire qui s'est passée 2 siècles avant, on demande à un autre réalisateur de faire ce passage du film. Donc chaque tome, un dessinateur invité qui prend en charge soit la partie moyenâgeuse, soit la partie christique, soit la partie Renaissance, la partie du Torquemada par exemple. Ce qui m'a permis de faire appel à mes amis. J'ai un certain nombre d'amis très proches avec lesquels on a commencé dans ce métier-là. Et j'avais vraiment envie de travailler avec eux. Puis comme Denis faisait la majeure partie de l'histoire, c'était pas possible. Et le fait qu'ils puissent chacun venir faire en tant qu'invité un flashback, ça a permis d'avoir une quinzaine de dessinateurs qui ont participé à cette grande aventure. Ensuite, il fallait qu'il y ait une unité au niveau de la couverture. Donc on a demandé à mon vieux compère André Juillard de faire toutes les couvertures et qui fait depuis 17 ans toutes les couvertures. On en est au 29e tome de toutes les couvertures de la saga du Triangle secret. Alors pour terminer, il faudrait qu'on parle de votre actualité qui est donc la série Lacrima Christi, qui est un peu la clôture de cette grande saga.
Alors un mot sur Lacrima Christi pour nous expliquer de quoi il s'agit. Ah oui, alors Lacrima Christi, c'est aussi 7 tomes qui vont faire l'effet miroir des 7 premiers tomes du Triangle secret, où là on est dans une réflexion qui concerne la science, c'est-à-dire à savoir quand la science est utilisée d'une façon dévoyée, elle peut devenir extrêmement dangereuse. Et là, on retrouve le secret d'un alchimiste qui, pour faire en sorte que les croisés puissent prendre Saint-Jean d'Acre, et qui, comme ils piétinaient devant Saint-Jean d'Acre, ils étaient incapables de le prendre, c'était très difficile. Le pape a demandé à un alchimiste de créer la première arme bactériologique, c'est-à-dire comme on faisait habituellement, on balançait la peste dans les cités. Alors lui, il a créé un bacille de la peste absolument épouvantable, qu'il appelle le Lacrima Christi, les larmes du Christ, et il décide de le mettre dans des ampoules en verre qui sont dans des petites ampoules de bronze, et il dit je vais les porter à Saint-Jean d'Acre, et puis il dit on va les balancer par-dessus la forteresse, et il dit on va tuer tout le monde, Dieu reconnaîtra les siens comme c'était à l'habitude, et comme ça on pourra prendre Saint-Jean d'Acre, parce qu'au bout de 15 jours ce sera terminé, on brûlera tout et on pourra rentrer. Le problème c'est que le vaisseau dans lequel il se rend à Saint-Jean d'Acre, parce que le mal est toujours présent, le malin est toujours présent, lui fait faire naufrage. Le vaisseau fait naufrage. Le Lacrima Christi est au fond de la mer. Seulement un groupe terroriste au XXIe siècle va le trouver. Et on a la plus belle et la plus extraordinaire arme bactériologique sur la planète. Donc là, pour le moment, il y a 2 albums. Oui. Le 3e sort en octobre, je crois. Oui, tout à fait. Et il y en aura 7 au total. Il y en aura 7, oui. Merci beaucoup. Merci. On peut retrouver donc Didier Convar toute la journée aujourd'hui au salon BD en Beaujolais, mais aussi demain dimanche 12, toujours au même endroit, à l'atelier.